Marion Rix, qui est psychiatre, mais également doctorante en sociologie, qui, comme je vous le disais, la Fédération de recherche en santé mentale est certes une usine à gaz, mais elle est vraiment dans le développement durable, et vous allez voir qu'il y aura certainement énormément encore de travaux à faire pour les 15 ans à venir. Et ensuite, Marion, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors déjà, je remercie la Fédération de m'avoir fait le plaisir de m'inviter à cette journée. Alors, le titre, l'avenir de la psychiatrie, les inspirations pour les 15 ans à venir. Quand j'ai lu le titre, j'ai trouvé que c'était un peu lourd à porter comme titre. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce titre. Je remercie la Fédération de mettre des challenges de ce type. Voilà. C'est un titre un petit peu effrayant à traiter. Parce que les inspirations, c'est sûr que c'est mieux que l'expiration. Et pourtant, ces derniers temps, nous vivons plutôt dans la crainte du dernier souffle de la psychiatrie que dans l'anticipation sereine d'un avenir épanoui pour notre pourtant si belle discipline. Donc les temps sont difficiles, je pense qu'on peut tous en convenir et regarder vers l'avenir n'est pas simple. Mais j'espère que ce n'est pas impossible de le rêver, cet avenir, et d'en proposer quelques inspirations. Pour aborder avec confiance cet avenir, nous devons faire face à plusieurs enjeux que d'ailleurs Marie-Noëlle Codou a rappelé il y a quelques instants. Mais peut-être qu'il faut aussi que nous défassions d'une entrave. Et là, je vais peut-être être un petit peu être en décalage, surtout à une fédération de recherche, mais nous avons voulu faire de la psychiatrie une spécialité de médecine comme les autres. Et je ne pense pas que nous soyons une spécialité de médecine comme les autres. Les psychiatres ne sont pas des médecins comme les autres, et les équipes qui travaillent en psychiatrie ne sont pas des équipes comme les autres. Et plutôt que de tenter de cacher cette particularité, il me semble qu'il nous faut plutôt l'embrasser, l'assumer, voire la mettre en avant. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer pourquoi la psychiatrie me semble une discipline médicale qui est différente des autres. Et pour ça, je m'appuierai sur les travaux de sociologues qui nous ont observés travailler. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais parfois, il y a des gens qui nous observent travailler. Et les sociologues le font, ils viennent dans les services et ils regardent comment on fait. Et eux, ils ne savent rien des a priori théoriques où en fait, ils font semblant de ne rien en savoir et ils regardent la manière dont on travaille. Et dans un deuxième temps, je vais essayer d'en tirer quelques inspirations, donc les inspirations du titre de cette conférence. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette blague, qu'on se racontait en tout cas quand moi j'étais externe, elle est assez connue, c'est « Qu'est-ce que deux psychiatres regardant un ECG ?» C'est une étude en double aveugle. Comme toutes les blagues, moi elle me fait rire celle-là, parce qu'elle comporte une part de vérité. La plupart des autres spécialités médicales ne comprennent pas qu'une part importante de notre métier échappe à l'evidence-based medicine. La psychiatrie possède historiquement un rapport assez ambivalent, assez souple à l'evidence-based medicine. Il me semble quand même que nous pouvons et que nous sommes sortis de cette ambivalence-là en positionnant les choses à leur juste place. Et le professeur de Lyon écrivait en 2018, et je suis vraiment complètement d'accord avec lui, « Deux éléments différents coexistent donc dans l'organisation du soin. D'une part, le plus haut niveau possible de preuve scientifique médicale qui définit le protocole à suivre, et d'autre part, la qualité de la relation humaine dans laquelle ce protocole vient prendre sa place. Nous sommes désormais tous persuadés que c'est de la corrélation de ces deux éléments hétérogènes que peut résulter la meilleure qualité des soins possibles. » Or, définir ce qu'est une relation humaine de qualité n'est pas aisé, surtout quand le patient en face de nous a un trouble de la relation. Ce qui positionne la psychiatrie à part par rapport aux autres spécialités, c'est une grande incertitude. Il me semble que nous devons accepter que notre spécialité est une spécialité de l'incertitude. Ce qui ne signifie pas que nous ne savons rien, bien au contraire. Mais ce savoir n'est pas forcément que celui de la médecine habituelle, dominante, valorisée. Nous pouvons alors nous enorgueillir de posséder deux types de savoir.
un savoir référentiel, en particulier evidence-based medicine, et un savoir dispositionnel très particulier, qui est celui de savoir gérer l'incertitude. Alors là, je vais reprendre les mots de Florent Schepens, qui est un sociologue. Le paradigme biostatistique qui domine la médecine actuelle tente d'éliminer l'incertitude via une mathématisation du réel. Celle-ci permet, grâce au raisonnement probabiliste, de rationaliser l'acte médical, de prévoir et donc d'élaborer une stratégie thérapeutique. Néanmoins, elle ne peut le faire qu'en oubliant la personne du patient. Notre médecine n'a pu parvenir à un tel degré d'efficacité thérapeutique qu'en se concentrant uniquement sur la maladie ou sur l'organe malade, sans se préoccuper des dimensions subjectives qui lui échappent très largement. Or, en psychiatrie, l'incertitude est parfois trop importante pour qu'un calcul probabiliste puisse guider une ligne de soins. Ça ne veut pas dire que ce calcul soit toujours impossible, heureusement, mais notre spécialité vient souvent toucher les limites du savoir médical. Schepens ajoute, pour ne pas être contraints à l'inaction, les soignants doivent alors utiliser d'autres ressources que les seuls savoirs médicaux. Alors le terrain de Schepens était la médecine palliative. C'est sûr que la médecine palliative, d'ailleurs, quand on va à un congrès de sciences humaines de médecine, quand il y a des médecins, c'est toujours soit des psychiatres, soit des médecins de soins palliatifs. Parfois, il y a un rééducateur. Voilà, c'est nos spécialités où effectivement l'incertitude, le médecin de soins palliatifs ne guérit pas ses patients, lui non plus. Je vais tenter d'expliciter de quelle incertitude il s'agit et pour cela je vais m'appuyer sur plusieurs travaux. Cette incertitude dans notre travail se manifeste dans plusieurs dimensions, pas que dans le relationnel en fait. On le repère déjà dans la difficulté croissante à identifier pour les acteurs, c'est-à-dire pour nous, quel est l'objet de notre travail. De quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? Quel est le travail de la psychiatrie? Alors, on peut penser à la classique distinction entre la neurologie et la psychiatrie. Déjà, ça, c'est pas forcément simple de savoir où s'arrête l'un et où commence l'autre. Mais on voit bien qu'il y a d'autres difficultés, par exemple entre le social, on l'a évoqué à l'instant avec Marie-Noëlle Co, entre le social et le psychiatrique. Par exemple, récemment, on nous a demandé de réfléchir à un dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes, et visiblement, il aurait fallu que ce soit un psychiatre qui puisse être à la tête du dispositif. Bon, c'est une question. Et puis il y a une autre question, par exemple, une autre question qu'on peut entendre, c'est les patients présentant une schizophrénie chronique qui ne s'améliore plus, est-ce que ça fait toujours partie du travail de la psychiatrie ou est-ce que c'est de l'ordre du handicap? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Enfin, vous voyez que ça pose vraiment des questions, et parfois des questions douloureuses pour les acteurs de terrain, pour nous, parce que si à un moment il faut trancher, tel patient sera suivi, accompagné, et tel autre patient ou usager, lui, ne sera pas suivi, en tout cas par nos équipes. Deuxièmement, l'incertitude se repère aussi dans le statut que l'on donne, que nous, les professionnels, nous donnons à la parole du patient, de l'usager. Nous postulons que nous ne pouvons pas toujours nous y fier. C'est même notre métier de ne pas toujours nous y fier. Par exemple, quand aux urgences, un patient nous dit qu'il souhaite mourir, nous ne nous y fions pas au pied de la lettre. Nous interprétons en général son discours, il y a tellement de souffrance qu'il ne veut plus souffrir, il n'a pas d'autre solution que vers ça, ou parfois on peut même se dire il sait quoi te dire pour avoir un lit ce soir. Donc d'une situation à une autre, d'un patient à l'autre, mais même parfois pour un même patient à des temps différents, la manière de tenir compte de cette parole va se modifier. Nous avons toujours, toutefois, un espoir, c'est que nous puissions nous fier à cette parole le plus vite possible. Et dans le même temps, donc vous voyez, on doit ne pas se fier, on essaye de ne pas se fier. Non, c'est pas la bonne formulation, enfin vous m'avez compris. Mais en même temps, l'évolution sociale, et en particulier les progrès en termes de liberté et de l'importance des droits humains, a renforcé cette incertitude, puisque maintenant, la loi nous demande de nous fier à cette parole, en recherchant au maximum le consentement du patient, et heureusement. Donc, remettre en cause la capacité pour les usagers de décider ne va pas de soi. Et ce n'est plus en tout cas légitimé uniquement par le savoir médical. En témoigne la législation complexe mise en place pour les hospitalisations sans consentement et la participation à cela du juge des libertés. Vous voyez que ce n'est pas seulement le savoir psychiatrique qui encadre cela.
Et une troisième chose qui vient compléter l'incertitude qui domine en psychiatrie, c'est le soin psychiatrique lui-même. Alors le professeur Michel Lejoyeux, président de la Commission nationale de la psychiatrie, déclarait en février 2022 « On ne fait pas du bricolage en psychiatrie, mais du soin, fondé sur des critères cliniques, neurobiologiques, psychologiques, avec des méthodes standardisées. » Permettez-moi de dire que nous faisons bien du soin standardisé, mais nous faisons aussi du bricolage. Ce qui ne veut pas dire que nous faisons n'importe quoi. En sociologie, on nomme ce bricolage le savoir-faire, c'est quand même plus joli, et ce savoir-faire est spécifique et précieux. Alors Brossard, c'est un autre sociologue, j'aime beaucoup ce qu'il a pu faire sur la psychiatrie, et il dit on va dans un hôpital psychiatrique pour être soigné. Autrement dit, la fonction affichée d'une institution de santé mentale est le soin. L'aptitude des soignants à exercer une action thérapeutique sur les soignés. Mais dans un hôpital généraliste, chez nos collègues somaticiens, le soin est matérialisé par des gestes qui produisent des effets directs sur les usagers. Auscultation, ordonnance, médicaments, perfusion, opération. Mais dans le secteur de la santé mentale, il existe une zone d'ombre fondamentale entre le but escompté par les professionnels, qui est soigner les patients, et les manières de l'atteindre. Ce sont des discussions, des activités anodines à première vue, les médicaments restant souvent secondaires. Le soin n'est pas matériellement observable. Du moins, la distinction entre les activités thérapeutiques et les activités ordinaires ne saurait être établie avec autant de précision que dans le secteur médical physique. Voilà, ça c'était la citation de Brossard. Nous pratiquons effectivement une médecine où les effets de nos actions ne sont en général pas immédiatement observables. Bon, en lisant, ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a une catatonie, donner le petit comprimé de Stilnox, là, hop, le patient se réveille, et là, on sent que le cardiologue qui est à côté est hyper impressionné, qu'il a enfin l'impression qu'on sert à quelque chose. Mais objectivement, c'est assez rare comme situation. D'ailleurs, on ne guérit pas le patient, puisque après, il faut continuer il faut trouver le bon traitement par la suite. C'est un test diagnostique. Donc, où est-ce que j'en étais ? Voilà. Donc, on ne voit pas forcément les choses. Quand une jeune fille présentant des troubles alimentaires va mieux, est-ce que c'est réellement mon suivi qui a eu un effet ? La psychomotricité qu'elle a pu réaliser, les entretiens infirmiers, les thérapies familiales, l'éventuel traitement antidépresseur. Est-ce l'ensemble de ces actions ? Ou est-ce juste finalement, peut-être que juste on l'a empêché de mourir pendant ces quelques années, et que finalement sa maturation pubertaire et psychique a pu se poursuivre, et elle a pu trouver par elle-même son propre chemin dans le monde. Et ça peut être tout ça en même temps. Quand une vigilanceuse appelle un usager au téléphone, elle n'a aucun moyen de savoir si son action, si son appel téléphonique a eu un effet bénéfique ou pas, si elle a évité sa mort. Alors on me dira qu'il y a quand même quelques études qui semblent prouver quand même que vigilance, et c'est vrai, vigilance diminue la mortalité, et on sait pour les troubles alimentaires qu'une action précoce, un suivi précoce, diminue aussi le risque de chronicisation des troubles et les décès. Mais ça valide nos actions sur une population. On ne sait pas si ce patient-là a bénéficié réellement de ces soins. Dans les autres spécialités, c'est plus simple en général. Le cardiologue sait que son petit ballon dans un vaisseau a sauvé la vie de la personne. Il a le retour immédiat et concret de son action qu'il constate à l'échographie ou au Doppler. Le diabétologue, lui, voit les chiffres du diabète de son patient s'améliorer. La certitude qu'ils ont une action utile, impactante, est basée sur des faits assez peu discutables. Et leurs échecs aussi d'ailleurs. Nous, nos échecs, on n'est pas tout... Enfin, voilà, quand... On ne sait pas si on en est... On ne sait pas quelle action on a eu là-dedans. Alors, ils sont, bien entendu que ces spécialités aussi sont, confrontées à l'incertitude. C'est quand même des êtres humains qu'ils ont en phase 2, donc forcément, il y a une complexité qui vient, sur laquelle ils viennent toujours à un moment buter. Mais, voilà, quand même, nous, notre spécialité est peut-être encore plus impactée par cela. Alors, cette triple incertitude du travail de la psychiatrie, sa définition au coton flou, son objet incertain et ses effets invisibles, concrètement, font que nous ne pouvons pas toujours nous en tenir au protocole de la médecine biostatistique. De plus,
L'idée de protocole, c'est-à-dire d'une conduite thérapeutique identique quel que soit le patient, s'intègre mal avec l'idée valorisée, dans un certain type de psychiatrie en tout cas, d'un soin sur mesure pour l'usager qui prend en compte les éléments d'incertitude qu'on a cités. Alors, quel est ce travail? Comment on fait finalement pour gérer l'incertitude? Parce que gérer l'incertitude, c'est quand même pas quelque chose de si évident que ça. Pourquoi? Parce que c'est la question de l'attractivité de notre discipline qui est en jeu. Si on continue de considérer que ça, c'est du bricolage, vous voyez quel effet ça peut avoir pour l'estime des soignants. Vous voyez? Il s'agit pour nous de côtoyer la souffrance d'autrui et d'y survivre. On va dire qu'ils le font aussi dans les autres spécialités, côtoyer la souffrance, mais ils peuvent se rattacher à des choses concrètes pour se dire qu'ils ont pu soulager cette souffrance. C'est plus difficile pour nous. Alors, pour pouvoir continuer de travailler, les soignants doivent avoir au moins l'impression d'avoir fait du bon travail. Alors, comment on fait pour se dire qu'on a fait du bon travail? Pour pouvoir se dire ça, il faut pouvoir s'évaluer. Comment on s'évalue? J'ai dit que si on fait comme un cardiologue, pour s'évaluer, on va déprimer. Comment savoir si nous avons été performants? Si on fait ça, les critères, il faut le faire sur des critères evidence-based medicine, je ne suis pas en train de dire le contraire. Hein. Bien entendu qu'il faut le faire aussi sur les critères evidence-based medicine. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Mais c'est insuffisant pour finalement avoir un retour sur investissement de l'engagement que les professionnels ont sur le terrain. C'est trop peu gratifiant pour que ça puisse suffire. Il faut donc trouver une autre manière. Alors, comment font les acteurs sur le terrain? La première chose que peut faire un acteur sur le terrain, c'est d'éjecter purement et simplement cette incertitude. Par exemple, ne voir que des patients evidence-based medicine qui pourraient entrer dans des protocoles. C'est-à-dire, si je caricature, des patients à une seule pathologie, sans comorbidité et socialement insérés. Ça, c'est supportable, on devient une spécialité comme les autres, c'est pas trop engageant, mais personne ne fait ça. La deuxième manière de gérer cette incertitude, c'est de réduire la part anxiogène de cette incertitude. C'est-à-dire, ce n'est pas diminuer l'incertitude avec laquelle on est forcé de vivre, de travailler, d'accompagner nos patients, ça va être d'enlever la part anxiogène de cette incertitude. Alors, comment on fait? Eh bien, on parle. Nous, en psychiatrie, on adore parler. Il existe dans nos institutions une multitude de stables, de reprises, de supervision, de réunions de synthèse, de points cliniques, de séances de bibliographie, etc. etc. Et vous remarquerez, si vous allez dans les différents services, que le nombre de réunions est inversement proportionnel au nombre de protocoles effectivement suivis à la lettre. Alors, par exemple, en pédopsychiatrie, où leur incertitude est encore plus grande qu'en psychiatrie adulte, parce qu'en plus, ils ont très peu de médicaments, les réunions collégiales sont encore plus fréquentes qu'en psychiatrie adulte. Alors, c'est aussi vrai en médecine biostatistique. Hein. Par exemple, quand un patient est hors les clous en cancérologie, comment ils font? Ils font une RCP. Une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire. Mais hors protocole, donc il faut trouver autre chose. Mais quelle est la différence entre une RCP en cancéro et une de nos réunions en psychiatrie? Il y a un RCP de cancéro, en général, il n'y a que des médecins experts. Il y a parfois une secrétaire qui prend les notes. Au contraire, en psychiatrie, ces réunions cliniques sont en général pluridisciplinaires, dans le sens où tous les corps de métier peuvent être présents, du stagiaire infirmier au professeur de psychiatrie. Et tous, ils prennent la parole, tous sont censés pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans cette incertitude, l'expertise médicale trouve ses limites. Et ce sont d'autres ressources qui sont mobilisées. Il s'agit dans ces réunions, et j'aurais tendance à dire que ici, c'est aussi ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de définir ensemble ce qu'est la recherche en psychiatrie, mais ce qu'est aussi du coup la psychiatrie. Et nous avons vu dans les topos de ce matin que l'incertitude en fait aussi partie. Et donc, dans ces réunions, nous élaborons ensemble, collectivement, un cadre symbolique de notre activité. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ces réunions sont aussi le lieu où l'équipe, et il faudrait, je propose à la Fédération d'un jour de faire une journée sur le mot équipe, qui serait fort intéressant. Donc cette équipe va confectionner, co-construire ensemble le sens de leur activité et la qualification en bon ou mauvais travail. Ces réunions permettent d'élaborer des récits communs.
Susswein, qui est aussi un sociologue belge, c'est beaucoup de Belges qui ont décrit ça, c'est aussi peut-être... j'ai peut-être un biais parce que je fais ma thèse en Belgique, alors c'est peut-être... il dit « C'est un lieu de production d'un savoir partagé. Ces réunions sont donc aussi le lieu de d'énonciation de réponses communes et offrent aussi ainsi la possibilité pour chaque travailleur de penser et de répondre en nous. L'équipe soignante, l'institution, la règle dit que, plutôt qu'en je. Moi, en tant que personne, je dis que. Loin d'être donné a priori, l'institution entendue comme ensemble de savoir, d'usage, vous voyez, on sort là, le savoir encore, ça peut être de l'évidence-based, mais d'usage et d'attente partagée par un collectif, est en fait toujours au travail, se faisant et se reformulant au gré des échanges, notamment dans le cadre de réunions cliniques des travailleurs. Ainsi, dans une réunion de reprise, après un atelier avec des patients souffrant de troubles alimentaires, et là c'est mon propre terrain que je vous partage, mon terrain d'observation, un soignant dit « Vous avez vu, mademoiselle Martin a souri ». Les autres surenchérissent « Oui, c'est incroyable, hein ?» Et le psychiatre conclut « Non, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. » Et tout le monde opine, l'air inspiré en disant « Oui ». Alors ça, je le vois, moi je lis une de ces réunions, je me dis pas « Ah là là, en fait, l'image... » Voilà, c'est en observant, c'est des films que j'ai fait, c'est en regardant la vidéo, je me dis « Ouh, quand même !» Mademoiselle Martin est une patiente qui coche tous les signes que vous pourrez retrouver sur les cours de l'anorexie mentale, c'est-à-dire tous les signes de gravité. Si l'équipe avec elle ne juge la qualité de son travail que sur la médecine biostatistique, c'est-à-dire en gros l'évolution de son poids, elle va s'épuiser. Ici, c'est collectivement, pour cette patiente, mais aussi pour l'ensemble des soins proposés, qu'un certain optimisme, quand même, est posé. Quelque chose bouge. C'est cela qu'apprennent à repérer les soignants dans ce collectif, dans ces réunions. Mais c'est aussi cela qu'ils chercheront à susciter chez le patient, en plus de suivre les protocoles, bien entendu. Donc c'est par la fréquentation de ces lieux de parole, mais aussi par le compagnonnage, qui montre aux soignants comment il s'agit de se comporter et de redéfinir leur rôle professionnel et leur travail. Ils apprennent alors à décaler ce qu'ils ont appris dans la médecine purement biostatistique. C'est sans doute renforcé par la présence dans les équipes de psychiatrie et donc dans les réunions de professionnels qui n'ont pas de compte à régler avec la médecine biostatistique. Je parle des travailleurs sociaux, des psychologues, les art-thérapeutes, les orthophonistes, etc. Ce que les sociologues remarquent, c'est que sur la quasi-totalité de leur terrain, c'est que le bon soin correspond principalement aux soins relationnels. Ouf. Il s'agit aussi de rentrer en contact avec le patient, d'accueillir sa peine et ses émotions, de créer une alliance thérapeutique, etc. Les termes varient juste selon l'obédience principale du service. Ainsi, les protocoles sont l'ossature des soins. Il s'agit d'y mettre un peu de chair. Et la raison première, pourquoi il faut mettre un peu de chair, c'est bien entendu pour le bien du patient, mais c'est aussi pour le mieux-être des soignants, qui doivent pouvoir trouver un sens à leurs actions pour pouvoir continuer. Et rien n'interdit de penser que ce mieux-être n'est pas bénéfique aux patients. C'est ce qui nous permet de continuer à travailler. Et si on veut continuer à être suffisamment nombreux dans cette discipline, il faut aussi qu'on soit assez bien nous-mêmes. Alors, je vais vous montrer un autre petit exemple du terrain. Isia est infirmière dans un hôpital de jour, trouble du comportement alimentaire. Je l'interroge. Tu peux me décrire une journée un peu type, comment ça se passe? Alors, elles arrivent à 8h30, donc on les rencontre. On fait tous les paramètres vitaux, température, tension, pour certaines on fait un bilan sanguin, on fait un entretien. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'elles ont mangé au petit déjeuner? Et ensuite, c'est un peu ce qui s'est passé durant les dernières hospitalisations. Et on leur dit, voilà, votre journée aujourd'hui, ça va être ça, ça et ça. Et après, on passe à la pesée. Alors, du coup, je lui pose la question, là je suis un peu, voilà, c'est clou, sa checklist, c'est un protocole qu'elle suit. Alors je lui demande, mais c'est pas un peu la routine? Elle répond, non, c'est pas la routine parce que ça change tout le temps. Après, tu apprends à les connaître. Par exemple, tu sais qu'une patiente, il faut mieux faire la pesée tout de suite, au moins elle est débarrassée, et tu peux avoir un entretien. Sinon, pour d'autres, tu sais que la pesée, c'est à la fin de la matinée, parce qu'après, tu n'auras plus un mot, tu n'auras plus rien parce qu'elle sera focalisée sur son chiffre, son poids. Après, tous les entretiens sont quand même assez différents. Et puis même toi, l'infirmière, est-ce que ce jour-là, je ne sais pas. Je m'impose quand même de faire des entretiens avec elle parce que c'est différent.
Elles ne disent pas la même chose à une infirmière qu'aux autres professionnels. Elles ne donnent pas la même chose. Et puis au moins, ça leur permet de dire. Alors, on voit ici que ce qui pouvait sembler être une sorte de standardisation de la prise en charge est en fait une trame sur laquelle la professionnelle improvise et ajuste en fonction des patients. Elle bricole ici, en suivant toujours le protocole. Dans le protocole de l'hôpital de jour, Isia n'a aucune obligation de faire un entretien infirmier. Et c'est pas valorisé, enfin quand je faisais l'enquête en tout cas, c'était pas valorisé financièrement. Le soin relationnel d'ailleurs est assez peu valorisé financièrement d'une manière générale. En témoigne le salaire ridicule de certains professionnels. Isia pourrait se contenter de faire des bilans, de transmettre des informations, mais elle s'impose au contraire de faire des entretiens. Il s'agit ici pour Isia de négocier entre les exigences du cadre hospitalier et la volonté de mettre en place les meilleures conditions possibles pour accueillir la patiente, qui comporte pour elle, dans sa définition du bon travail, une part de travail relationnel important. Alors sur mon terrain, tout le monde disait ça, le soin intéressant. Il ne disait pas le bon soin, il disait ça c'est le soin intéressant, ah ça c'est vraiment intéressant, ça c'est intéressant, voilà, j'avais tout le temps ça. Et en fait, les professionnels ne précisaient jamais, et j'ai revérifié sur tous les entretiens, ils disaient jamais intéressant pour qui? Pour eux-mêmes ou pour l'usager, c'était jamais précisé. Alors, sur quoi évalue-t-elle si son soin relationnel a été efficace ou pas? Alors, à un autre moment, elle dit « Tu vois quand même nos patientes, elles ne respirent pas la joie de vivre. Mais je me dis qu'au fond, ça s'est peut-être pas éteint, mais que ça se rallume tout le temps. Ça s'éteint, ça se rallume, ça s'éteint, ça se rallume. Et je trouve que même nous, c'est important de montrer que la vie, elle n'est pas faite que de belles choses et de bonnes choses. Mais ça va te permettre de trouver des petites choses et de te dire « Oh, bah tiens !» Alors oui, il faut, tu vois, moi, bosser, j'adore ça. Ça me met la pêche. Et je demande, et t'as envie de transmettre ça, un peu, aux patientes? Oui, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Voilà, c'était une des premières manières, d'une seconde manière. La première était les réunions d'équipe. La deuxième manière, donc, de mettre un peu de chair sur cette ossature de protocole, c'est de broder dessus. Il y a une troisième manière de faire, qu'on sait faire, sans le savoir parfois. Parfois on fait Monsieur Jourdain sa prose sans le savoir. Une autre manière de faire, c'est de poser un cadre. Quand est-ce qu'on peut poser un cadre? Je vais revenir après sur ce qu'est un cadre. On peut poser un cadre quand le protocole laisse un interstice suffisant ou quand il n'existe plus de cadre, plus de protocole. Quand au bout d'un moment, il n'y a plus de protocole, qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, on ne va pas faire n'importe quoi. Enfin, les sociologues, en tout cas, montrent qu'on ne fait pas n'importe quoi. Sur ce point-là, je les suivrai. Alors, qu'est-ce qu'un cadre? C'est un dispositif de soins correspondant à un espace-temps bien délimité, où l'interprétation de ce qui est en train de se vivre en présence, c'est clair pour les deux protagonistes, et c'est défini à l'avance. Il y existe des règles qui viennent en particulier limiter les comportements. Alors on peut pas, par exemple, comme cadre, on peut dire, vous dites à un patient, vous allez venir me voir 2 fois par mois au CMP, et on fera un entretien, ça c'est poser un cadre. Vous avez mis un espace-temps délimité, il est clair que vous allez parler de la santé du patient, vous ne dites pas à l'avance, ce n'est pas un protocole que vous allez suivre, a priori, à l'intérieur de ces espaces, mais vous ouvrez un espace. Rien ne dit ce qui va se passer dans cet espace a priori. À l'intérieur de ce cadre, tout est possible. C'est le paradoxe fondamental d'un cadre. Quelque chose de limitant vient ouvrir un espace de liberté pour le soignant comme pour le patient. Ce n'est donc pas un protocole thérapeutique où les actions sont prédéfinies à l'avance, quelle que soit la situation, et qui évite les surprises. Et habituellement, la médecine tente d'éviter les surprises par les protocoles. C'est justement le but du protocole, d'éviter les surprises. Au contraire, le cadre, lui, va provoquer la surprise, invoque la surprise. Et par cette surprise, va pouvoir travailler sur la maturation, par le vide qu'il laisse à disposition, dans un espace pourtant sécurisant. Certains auteurs utilisent même le terme de matrice pour définir le cadre, au sens de milieu où quelque chose prend racine, se développe et se produit. Ainsi, poser un cadre, c'est créer les conditions pour que, selon l'expression de René Dyadkine, des hasards heureux puissent survenir dans l'évolution des malades. Ça amènerait donc, et là c'est encore Brossard,
à penser un cadre comme une configuration probabiliste, une ligne d'action du soin consistant essentiellement à déclencher des probabilités, plus que, comme on le suppose souvent dans la littérature, à mettre en œuvre une démarche figée, fermement établie par un groupe professionnel. Je finis la citation. Dans un cadre, les acteurs aménagent autour du patient et avec lui un environnement matériel, relationnel et symbolique ayant pour particularité d'accepter les incertitudes et les paradoxes. Alors, on pourrait dire, il y a souvent une question qu'on dit, oui, mais si on fait ça, enfin, c'est surtout les internes à qui j'essaie d'expliquer un petit peu ça, souvent la question qu'ils ont, mais ils me disent, mais comment on va faire quand on va revenir au protocole ? Le patient va plus adhérer, ou il y aurait quelque chose comme ça, comme si du coup, c'était pas possible de switcher de l'un à l'autre. Dans les faits, et l'observation le montre, et c'est pas que mes observations, c'est aussi l'observation des sociologues, il n'y a aucun problème pour passer d'un cadre à un protocole, ou d'un régime à l'autre, si les choses sont bien posées avec le patient, et si surtout c'est clair dans la tête du soignant. Voilà, alors co-construire en équipe un sens à notre travail, c'est mon premier point, investir les interstices des protocoles et broder sur une trame, et enfin construire des trames, voilà ce qui fait aussi partie du savoir précieux de la psychiatrie que nous aurions bien tort de négliger dans les 15 prochaines années. Et nous avions bien tort aussi d'invisibiliser cela vis-à-vis de nos collègues qui pratiquent un autre type de médecine. Alors dans ma thèse de sociologie, j'ai mobilisé le concept d'enchantement pour décrire comment les soignants suspendent volontairement et transitoirement, et j'insiste seulement transitoirement, dans ces différents espaces, la rationalisation propre à la médecine biostatistique, ce qui leur permet, avec un certain plaisir, d'appréhender l'indécis, l'incertain de leur pratique, et de pouvoir rencontrer relationnellement le patient. Alors, je pourrais vous reparler de ça si vous le désirez, mais... alors, ce n'est pas seulement une simple proposition que je fais là en disant que c'est intéressant de penser ça pour nos patients, parce que ces pratiques ont tendance à disparaître dès qu'on les pointe. C'est-à-dire qu'on a pu voir, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de la Poste. La Poste, historiquement, le postier avait un rôle officiel qui était de distribuer le courrier, et il avait aussi un rôle officieux qui était de rencontrer aussi, de prendre un petit café, enfin on a tous vu certains films, hein, de discuter avec les gens isolés, etc. Et puis, il y a eu la recherche d'une certaine rationalisation, une recherche d'efficacité, financière aussi, qui a fait que le temps des postiers a été plus contraint et que la Poste a eu l'idée formidable de proposer de monétiser ce service, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez aller sur le site de la Poste et prendre un abonnement pour que le postier passe 5 à 10 minutes, c'est écrit dans le truc, avec la personne, et vous avez le droit de choisir aussi la fréquence par semaine. Alors l'idée est pleine de bons sentiments, hein. C'est par exemple, si on s'inquiète pour sa mère âgée, on peut mettre en place ce système. Sauf que dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le postier qui aurait envie, qui voit qu'à un moment quelqu'un aurait besoin de 5 à 10 minutes, est-ce qu'il va se permettre de le prendre, puisque sinon par ailleurs c'est monétisé. Vous voyez là que d'avoir voulu pointer et valoriser quelque chose qui est de l'ordre de ce relationnel incertain a fait disparaître cet incertain, cette zone de flou qu'on pouvait avoir dans une profession. Et ce qui donnait, ce que disent les postiers, c'est que c'était ça qui faisait qu'ils aimaient leur travail. C'était de pouvoir aller, c'est pas, distribuer le courrier, ok, il y a le sens de la mission, mais c'est pas ça qui fait qu'un postier aime son travail. Hein. Et donc, de l'avoir monétisé a détruit ce plaisir-là et cette envie de travailler, et en plus augmenter la pression qu'il pouvait avoir sur leur efficacité. Donc, on va voir que, bien entendu, qu'il ne va pas falloir qu'on le pointe de cette manière-là. Et un des axes de recherche, c'est comment justement mettre en lumière ce savoir tout à fait particulier, dispositionnel de la psychiatrie, qui est de gérer cette incertitude et de rencontrer nos patients sans le détruire.
Voilà. Donc bon, il y a du travail là-dessus. Marion? Oui, voilà. C'est tout, c'est Combien fini. de temps te reste-t-il Voilà. C'est fini. Parce que tu peux poursuivre jusque 25 si tu veux, et auquel cas il n'y aura pas de questions. Parce que de toute façon. Non, mais c'est bon là. Enfin, je pense que ça pouvait être une conclusion. Enfin... Bon, bah, non, Non, mais en fait, j'avais une phrase, mais elle n'est pas. Moi, j'ai bien entendu cette phrase. Non. Je disais qu'il ne fallait pas qu'un jour que nos usagers aient à payer pour avoir le sourire de l'infirmière pendant les sessions. Voilà, c'était une peut-être pas très drôle. Si, non, tout à fait, effectivement. Et puis ça, en tout cas, je te remercie pour ce propos qui est effectivement passionnant. C'est pour ça que j'ai été gêné. Ça fait plusieurs fois que j'ai été rappelé moi-même à l'ordre pour te demander quand tu terminais ton propos, effectivement, de réenchanter un petit peu les choses. Et puis de rappeler que finalement, effectivement, on est peut-être des bricoleurs, mais moi, on n'est pas des bricoleux, comme on dit dans le Nord, des bricoleux dimanche. Et ça, c'est quand même très positif. Alors, du coup, bah, merci Marion. On a gagné le temps de poser une question, puisqu'on est contraint aussi par le fait de vous permettre de sortir, d'aller trouver un lieu pour vous restaurer. Bon espoir. Non, moi, c'est plus un commentaire. Là, je suis peut-être d'accord avec vous, c'est que la psychiatrie. Là où juste un commentaire. Là, ce qui m'a fait plaisir, parce que c'est quelque chose que je défends aussi depuis un certain temps, bien que je ne sois pas psychiatre, c'est que la psychiatrie n'est pas une spécialité médicale comme les autres. Et ça, avant, de ma génération, c'était une filière à part entière. C'est-à-dire, on avait les spécialités chirurgicales, médicales, et on avait la psychiatrie. Et on a voulu, effectivement, peut-être avec une bonne volonté, mais remettre la psychiatrie comme une spécialité médicale ordinaire. Et ça, c'est pas vrai. Et je crois que ça, il faut le relayer et il faut le dire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, effectivement, ce que vous dites sur les cadres. Je suis d'accord avec vous, il peut y avoir quelques cadres, mais après, la relation à l'autre, on n'est pas des clones et elle est différente d'un patient à l'autre, d'un soignant à l'autre. Merci beaucoup d'avoir rappelé cette nécessité de refaire de la psychiatrie une filière à part entière. Pour moi, je ne suis pas psychiatre, mais qui est trempé dans la marmite très tôt, c'est vraiment quelque chose de, entre guillemets, très intéressant. Allez, une autre question peut-être? Est-ce que déjà quelqu'un n'est pas... Enfin moi, j'ai aussi envie de poser une question. Est-ce que quelqu'un pense qu'il faut au contraire que la psychiatrie rejoigne une spécialité comme les autres? Voilà, le président va... Merci. Non, je ne vais pas répondre à la question. Alors, mais... Ça marche, comme ça. Merci beaucoup de l'intervention qui était vraiment fascinante et en plus hyper accessible. Alors, ça pose plein de questions, on pourrait discuter encore jusqu'à 14h, je pense. Juste un truc, est-ce qu'on peut considérer que la psychiatrie est une discipline différente des autres disciplines, mais pas du fait de la psychiatrie, finalement, du fait des autres, parce que cette question de devoir concilier, d'une part, quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir technique constitué par des données scientifiques extérieures à l'interaction qu'on a avec le patient quand on le soigne, d'une part, et d'autre part, de devoir gérer quelque chose qui est de l'ordre de l'interaction, de la relation interpersonnelle. Pour moi, c'est de la médecine en général, ça, en fait. Et c'est pas... Enfin, finalement, la spécificité de la psychiatrie, elle vient du fait qu'on est contraint de s'en préoccuper, alors qu'on a peut-être beaucoup de confrères qui font semblant de ne pas le voir. Et puis, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que, effectivement, quand on fait la... Si je change une prothèse de hanche, on change la prothèse de hanche, une fois que c'est fait, après, la suite, ça m'importe peu. Donc, techniquement parlant, je peux ne pas m'occuper de cette partie relationnelle. Et est-ce que la différence, elle n'est pas liée au fait que c'est les autres, en fait, qui ne font pas la moitié de leur travail? Alors, oui et non, parce que bon, moi je suis psychiatre dans un hôpital général, je vois bien quand même que, alors soit c'est un hôpital général exceptionnel, ce que je crois aussi, ils s'en préoccupent bien entendu, mais c'est pas là-dessus qu'ils vont évaluer la qualité de leur travail. L'incertitude, elle est pas là pour eux.
ils vont bien entendu tenter, enfin bien entendu en cancérologie, ils sont ou en pédiatrie, ils sont en petits soins, enfin voilà, ils sont très impactés. Et d'ailleurs, le psychiatre en hôpital général, je pense qu'il a aussi un rôle à jouer, à aller prendre le café avec ses collègues, parce qu'ils ont beaucoup à dire aussi de ce qu'ils vivent dans le relationnel. Mais c'est pas là où ils vont se dire, là j'ai fait du bon boulot ou là j'ai pas fait du bon boulot. Enfin, pas que là en tout cas. Ils ont autre chose pour rentrer le soir et dire, allez, là j'ai fait. Et d'ailleurs, on voit la difficulté quand justement ça sort. Ça sort de là, quand justement c'est autre chose qui se passe pour eux. Et là, ils n'ont pas d'outils pour... Enfin, ils ont très peu d'outils, ils ont appris très peu d'outils pour pouvoir gérer quand justement les protocoles font défaut, quoi. Alors les médecins généralistes, je pense que par contre, eux, ils ont un savoir assez proche du nôtre là-dessus. Hein. Et ils sont assez isolés, eux, d'ailleurs. Ce qui n'est pas l'intérêt des groupes adultes. Hein, bien, merci.